Au dîner de famille, ma sœur déclare, « Tu es un fardeau, on veut vivre sans toi. » Papa resta assis, souriant et sirotant son vin. Je suis partie en silence dans la nuit. Le lendemain matin, quand les factures n'ont pas été payées. 28 appels manqués de la famille. Je m'appelle Armelle, j'ai 38 ans. Au dîner de famille pour les 40 ans de mariage de mes parents, ma propre sœur a déclaré que j'étais un fardeau. Mon père a souri, sirotant son vin, en accord avec ses paroles. Ma mère est restée silencieuse, terrifiée par le regard des voisins. Ce soir-là, j'ai compris que l'amour ne suffisait pas à faire une famille. Je suis partie dans la nuit. Le lendemain matin, quand les factures n'ont pas été payées et que le chaos a commencé, j'avais déjà pris ma décision. Mais laissez-moi vous raconter exactement comment le gâteau que j'avais mis des heures à préparer est devenu le témoin silencieux de ma propre exécution familiale. La soirée avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. La maison de mon enfance à Roubaix, celle dont je payais discrètement les murs depuis 5 ans, baignait dans une lumière dorée et chaleureuse. C'étaient les 40 ans de mariage de mes parents, Gaston et Edith, un événement que j'avais tenu à rendre parfait. Dans la salle à manger, les rires fusaient, mêlés au cliquetis des verres. Nos voisins, Martine, la reine des commérages du quartier, ainsi qu'Alain et Odette, étaient là, tout comme quelques amis de longue date. L'air embaumait le rôti du dimanche et les fleurs que j'avais apportées du Jardiland où je travaillais. Ma pièce de résistance, cependant, était le fraisier. Un gâteau complexe, une recette héritée de ma propre pâtisserie, l'amandier rose, que j'avais vendu des années auparavant. Des heures de travail, de patience, de crème diplomate montée à la perfection, de fraises gariguettes disposées en une rosace impeccable. C'était plus qu'un dessert, c'était un hommage, un morceau de la vie que j'avais sacrifié pour eux. J'ai posé le gâteau au centre de la table, le cœur gonflé d'une fierté douce amère. C'est à ce moment précis que ma sœur, Solange, de 5 ans ma cadette, a choisi de parler. Avachie sur sa chaise avec une nonchalance étudiée, sa voix a tranché l'ambiance joyeuse comme une lame de rasoir. « Armelle, tu nous empêches d'avancer. » Le silence est tombé. Un silence lourd, pesant, absolu. Tous les regards se sont tournés vers nous. J'ai cherché le soutien dans les yeux de mes parents. Je n'y ai trouvé qu'un désert. Solange a continué, son regard froid et distant. « Nous voulons exister sans ta présence ici. » Chaque mot était un coup. Un coup physique, qui me coupait le souffle. J'ai tourné la tête vers mon père, Gaston. Assis en bout de table, il a levé son verre de Bordeaux, un petit sourire aux lèvres, et il a ajouté, d'une voix calme qui rendait la scène encore plus surréaliste, elle dit simplement la vérité, Solange. Tu es forte, tu peux l'entendre. La vérité. Mon sacrifice était donc une simple vérité encombrante. J'ai alors regardé ma mère, Edith. Elle était figée, sa fourchette suspendue au-dessus de son assiette. Mais ses yeux ne me regardaient pas. Ils étaient dardés sur Martine, notre voisine, comme si le jugement de cette femme était plus terrifiant que la douleur de sa propre fille. Le sang m'est monté au visage, une vague brûlante de honte et de rage. Mais je n'ai rien dit. J'ai esquissé un sourire, j'ai levé mon propre verre, et j'ai bu une lente gorgée. Le vin avait un goût de cendre. Personne. Pas une seule personne dans cette pièce n'a pris ma défense. J'ai reposé mon verre, me suis levée avec une dignité que je ne pensais pas posséder, et j'ai marché vers ma chambre d'enfant. Il ne méritait pas mes larmes. Je faisais ma valise. Il voulait que je parte. Mais était-il seulement préparé à ce qui arrive quand la béquille de la famille disparaît? Ma chambre d'adolescente n'avait pas changé. Les mêmes murs rose pastel, le même bureau où j'avais fait mes devoirs. Mais ce soir-là, cet espace familier me semblait étranger, hostile. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une valise. Méthodiquement, sans une larme, j'ai commencé à la remplir. Quelques vêtements essentiels. Mon ordinateur portable, mon seul outil de travail et ma fenêtre sur le monde. Une petite boîte contenant une poignée de photos précieuses, des souvenirs d'un temps où je croyais encore en notre famille. Chaque geste était calculé, précis. Je refusais de leur donner le spectacle d'un effondrement. Le bruit des conversations avait repris dans la salle à manger, un peu plus bas,
un peu plus forcé. Il continuait la fête. Comme si de rien n'était. Comme si je n'avais jamais existé. Cette pensée m'a glacé le sang plus que n'importe quelle insulte. J'ai fermé la valise, le clic du fermoir sonnant comme une condamnation définitive. Je n'ai pas pris l'escalier principal. Je suis passé par la cuisine, puis j'ai ouvert la porte de service qui donnait sur le jardin arrière. L'air frais de la nuit de Roubaix m'a fouetté le visage. C'était un air de liberté, mais une liberté amère. J'ai traversé la pelouse dans l'obscurité, le bruit de mes pas étouffé par l'herbe humide. Ma vieille Peugeot 206 était garée dans la rue. J'ai mis la valise sur le siège passager, je me suis installé au volant et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu les lumières chaudes de la maison, une scène de bonheur domestique dont j'étais désormais exclu. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai roulé sans but pendant un moment, puis j'ai pris la direction de la ville voisine. J'ai trouvé un Ibis budget bon marché à environ 15 km de là, juste assez loin pour être invisible, mais assez proche pour que l'écho de l'explosion à venir puisse m'atteindre. La chambre était impersonnelle, sentait le désinfectant, mais c'était un sanctuaire. Pour la première fois depuis 5 ans, j'étais seule. Vraiment seule. Je me suis assise sur le lit, le silence de la chambre seulement rompu par le bourdonnement de la VMC. Et je me suis fait une promesse. Plus jamais. Plus jamais je ne serai le fardeau de quelqu'un. Je pensais à eux, encore à table, finissant probablement mon fraisier. Je pensais à l'avenir. Quand l'électricité sera coupée, quand l'eau cessera de couler du robinet, et que les lettres bleues des huissiers commenceront à s'accumuler dans la boîte aux lettres, trouveront-ils toujours que la vie sans moi est si facile? Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé ensuite, j'aimerais prendre un moment pour vous parler directement. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et de quelle ville, de quel pays, suivez-vous cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire résonne, et qui, silencieusement, comprend cette expérience douloureuse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car dans le prochain épisode, je commence le processus de coupure de chaque facture. Nous allons parler franchement des limites, des vraies limites qui comptent. Le lendemain matin, la lumière grise du nord filtrait à travers les rideaux fins de l'hôtel. Mon téléphone, posé face contre table sur la table de chevet, n'avait cessé de vibrer par intermittence, des messages de Solange et de ma mère que je me refusais à lire. Je ne l'ai pas touché. Au lieu de cela, je fixais le plafond taché d'humidité, et mon esprit a dérivé, revenant 5 ans en arrière, au moment précis où tout a basculé. À 33 ans, j'étais la fière propriétaire de l'Amandier Rose. Ce n'était pas une grande entreprise, juste une petite boutique charmante dans le Vieux-Lille, un hybride entre une pâtisserie et un fleuriste. C'était mon rêve, construit à la sueur de mon front après des années d'économie. J'adorais mon travail. Les futurs mariés qui venaient choisir leur pivoine, l'odeur du beurre et du sucre le matin, la satisfaction de créer quelque chose de beau de mes propres mains. C'était modeste, mais c'était à moi. La vérité, cependant, c'est que même les rêves ont des factures. La réalité, c'est que l'Amandier Rose était en difficulté. Le loyer dans le centre de l'île était exorbitant, la concurrence féroce. Je travaillais 70 heures par semaine, mais les marges étaient minces. Je me battais, mais j'étais épuisé, et pour la première fois, j'avais peur. Peur de l'échec. C'est à ce moment-là que mon père, Gaston, a appelé. Sa voix était lourde d'une inquiétude que je ne lui connaissais pas. La maison de Roubaix, celle où j'avais grandi, croulait sous les dettes. Des factures médicales pour une opération de ma mère, une deuxième hypothèque contractée des années plus tôt sans m'en parler. Ils étaient au bord du gouffre, menacés de tout perdre. Il m'a présenté la situation comme une catastrophe inévitable, et m'a demandé de l'aide. J'ai accepté sans hésiter. J'ai vendu l'Amandier Rose. J'ai obtenu 150 000 €, une somme qui me semblait alors astronomique. Assez pour éponger leurs dettes, réparer le toit qui fuyait, et assurer leur tranquillité d'esprit. L'acheteur a repris le fonds de commerce, et en quelques semaines, mon rêve n'était plus qu'un souvenir. Sur le moment, je me suis raconté une belle histoire. L'histoire de la fille dévouée qui sacrifie tout pour sa famille. Mais aujourd'hui,
Dans cette chambre d'hôtel sordide, je pouvais enfin être honnête avec moi-même. La vente de la boutique n'était pas seulement un sacrifice. C'était aussi une porte de sortie. Une porte de sortie honorable qui me permettait d'échapper à un possible échec commercial. J'étais une héroïne, certes, mais j'étais aussi une lâche qui fuyait son propre champ de bataille. Cette dualité me rongeait. Je suis retournée vivre dans ma chambre d'adolescente, me convainquant que ce ne serait que temporaire. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais le temporaire s'est étiré, mois après mois, année après année. Le temporaire a duré 5 ans. 5 années pendant lesquelles j'ai cessé d'être leur fille pour devenir leur solution financière. Et visiblement, une solution avec une date d'expiration. Je pensais que mon sacrifice méritait au moins le respect. Mais la vérité, c'est que j'avais aussi peur. Peur de l'échec, peur de la solitude, peur de ne pas avoir ma place. Et ils ont senti cette peur. Ils l'ont utilisée. Ces 5 années ont été un lent effacement de moi-même. Pour maintenir le navire familial à flot, j'avais accepté un poste de responsable de rayon chez Jardiland. Le salaire était correct, mais c'était la moitié de ce que je gagnais avec ma boutique, et le travail était mécanique, sans âme. Chaque mois, je programmais le même virement automatique, près de 2 000 €. Cela couvrait le remboursement de l'hypothèque, la taxe foncière, les factures d'EDF, de Veolia, la box Orange, et même les abonnements Netflix et Canal+. Je suis devenu le pilier invisible de la maison. Mes parents semblaient ignorer la tension qui s'installait. Mon père, Gaston, passait ses journées dans son garage, bricolant de vieilles tondeuses à gazon pour gagner quelques pièces, un refuge contre les responsabilités du monde réel. Ma mère, Edith, était entièrement absorbée par son club de jardinage et ses conversations sans fin avec Martine, notre voisine. Elle adorait se vanter auprès d'elle de la façon dont nous aidait tellement, une petite phrase qui me faisait grincer des dents. Elle me présentait comme une annexe de leur vie, pas comme une personne à part entière. Mais le véritable poison, c'était Solange. Elle avait emménagé de nouveau chez mes parents 1 an après moi, après une rupture amoureuse. Elle travaillait en freelance comme graphiste, mais ses revenus étaient irréguliers et elle ne participait jamais aux frais. Elle me traitait comme une intruse. Si j'essayais de parler au téléphone, elle montait le volume de la musique. Elle laissait traîner des post-it passifs-agressifs sur le frigo. N'oublie pas de sortir les poubelles, certaines d'entre nous travaillent vraiment ici. Je l'avoue aujourd'hui avec honte, j'ai laissé faire. J'ai marché sur la pointe des pieds dans la maison que je finançais. Depuis l'enfance, Solange avait cette capacité à me diminuer, ce sarcasme qui me touchait au plus profond. J'avais peur de ces mots, peur de la confrontation. Payer et me taire me semblait plus facile que de déclencher une guerre où je savais que mes parents ne prendraient jamais mon parti. C'était un pacte tacite, mon argent contre une paix précaire. Le mois dernier, la situation a empiré. Je l'ai entendu dire à ma mère dans la cuisine, d'une voix assez forte pour que je l'entende depuis le salon. Elle profite de vous, en fait. Elle vit ici gratuitement. L'ironie était si violente qu'elle m'a physiquement fait mal. Et puis, il y a eu cet incident, il y a quelques semaines, que mon cerveau avait occulté jusqu'à maintenant. Mon chef chez Jardiland m'avait convoqué. Armelle, j'ai reçu un appel anonyme. Une femme qui se plaignait de votre service, disant que vous étiez impoli. Je sais que ce n'est pas votre genre, mais faites attention. Sur le moment, j'avais été déconcertée. Maintenant, allongée sur ce lit d'hôtel, l'évidence me frappait. C'était Solange. Elle n'essayait pas seulement de me rendre la vie impossible à la maison. Elle essayait de détruire le peu qu'il me restait à l'extérieur. Allongée là, je réalisais l'étendue du désastre. J'avais payé pour être abusée, pour être diminuée, pour qu'on tente de saboter ma vie. La tristesse qui m'avait submergée la veille se transformait en une colère froide, lucide. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent. Ils avaient pris ma voix. Il était temps de la récupérer. Après une nuit presque blanche, j'ai quitté l'hôtel. J'ai conduit jusqu'à Lille, jusqu'à l'appartement de Cyprien et Mathilde. Ils étaient mes meilleurs amis, les seuls à qui j'avais vaguement parlé de mes difficultés, même si je minimisais toujours l'ampleur du problème. Leur appartement dans le vieux Lille était tout ce que ma vie n'était pas, lumineux,
organisé, rempli de livres, de plantes et de l'odeur du café frais. En franchissant leur seuil, une vague de honte m'a submergée. Une honte si puissante qu'elle m'a presque fait faire demi-tour. Ils avaient mon âge. Ils avaient construit leur vie, une carrière, un partenariat solide. Et moi, j'étais là, à 38 ans, avec ma valise, sans abri, fuyant ma propre famille comme une adolescente. Cyprien m'a ouvert et a vu mon visage. Il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement prise dans ses bras. Mathilde est arrivée de la cuisine, un mug fumant à la main, et m'a guidée vers leur canapé confortable. C'est là, dans la sécurité de leur amitié, que tout est sorti. Le dîner. Les mots de Solange. Le sourire de mon père. Le silence de ma mère. Et pour la première fois, j'ai parlé de mes soupçons concernant l'appel à mon travail. J'ai pleuré. Pas les larmes silencieuses de la veille, mais des sanglots profonds, rauques, qui venaient du plus profond de mon âme. Mathilde m'a tendu des mouchoirs, me frottant le dos sans un mot. Cyprien, lui, écoutait, son visage devenant de plus en plus sombre. Quand j'ai finalement terminé, à bout de souffle, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Ton histoire, elle me rappelle celle de Benoît, un ancien collègue de mon père. Un type bien, qui a passé sa vie à tout donner pour sa fille unique. » Il m'a raconté brièvement l'histoire. Comment la fille de Benoît vivait dans un appartement payé par son père, conduisait une voiture payée par son père, mais se plaignait constamment qu'il était trop contrôlant. Un jour, elle lui a dit de ne plus venir, qu'il l'étouffait. Benoît n'a pas discuté. Il est rentré chez lui, et le lendemain, il a tout annulé. Le bail de l'appartement, l'assurance de la voiture, la ligne téléphonique. Tout. Il a ensuite acheté un petit studio à Biarritz et il a déménagé. Sa fille a dû apprendre à se débrouiller seule. L'histoire a résonné en moi. Cyprien a vu le changement sur mon visage. Il s'est penché en avant et a dit, avec une intensité qui m'a marqué, « Armelle, parfois, les gens ne comprennent pas la valeur de l'oxygène jusqu'à ce qu'on commence à leur serrer le cou. Tu es leur oxygène. Il est peut-être temps de fermer la bouteille. » Ces mots étaient durs, mais ils étaient exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une question de survie. Ma survie. Les mots de Cyprien ont agi comme un électrochoc. La honte que j'avais ressentie en arrivant s'est dissipée, remplacée par une détermination glaciale. J'ai attrapé mon sac, j'en ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai posé sur leur table basse. Mathilde et Cyprien ont échangé un regard. Ils ont compris. J'ai ouvert le site de ma banque, le Crédit Mutuel. Mes doigts tremblaient légèrement, mais pas d'hésitation. De certitude. J'ai navigué jusqu'à la section des prélèvements automatiques. La liste est apparue, longue et déprimante, comme la chronique de ma servitude volontaire. Crédit immobilier, 1200 € par mois. EDF, 300 €. La vieille maison était une passoire énergétique. Veolia, 100 €. Box Orange, Internet, TV, téléphone, 80 €. Assurance habitation Maïf, 100 €. Netflix. Canal+. Des petites sommes qui, additionnées, représentaient une fortune. Mon cœur battait la chamade. C'était réel. Chaque clic allait avoir des conséquences dévastatrices. Une partie de moi, la vieille Armelle, celle qui voulait la paix à tout prix, criait à l'intérieur. Elle me disait que j'allais trop loin, que c'était ma famille, qu'ils allaient souffrir. Mais une autre voix, nouvelle et plus forte, lui a répondu, « Et toi, n'as-tu pas assez souffert ?» Mon doigt a survolé le premier bouton. Gérer le prélèvement. J'ai cliqué. Souhaitez-vous suspendre ou révoquer ce prélèvement? J'ai cliqué sur « Révoquer ». Définitivement. Un par un, j'ai démantelé l'échafaudage financier qui soutenait leur vie. EDF, révoqué. Veolia, révoqué. Orange, révoqué. Maïf, révoqué. Le crédit immobilier était un virement programmé. Je l'ai supprimé. Chaque clic était libérateur. Chaque validation était comme une chaîne qui se brisait. Je ne me sentais plus en colère, juste, lucide.
C'était chirurgical. J'ôtais la tumeur. Il voulait une vie sans moi? D'accord. Mais une vie sans moi signifiait une vie sans mon soutien. Sans exception. J'ai fermé l'ordinateur. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Cyprien a posé une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait faire, a-t-il dit doucement. Mathilde m'a proposé leur chambre d'amis, pour aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Solange. Je ne l'ai pas lu. Je n'étais pas prête à entendre ces manipulations. Je devais m'accrocher à cette clarté, à cette force nouvelle, avant que le chaos inévitable ne déferle. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. La première facture allait être rejetée le lendemain matin. L'attente n'a pas été longue. 3 jours. 3 jours pendant lesquels j'ai essayé de ne pas penser à eux, de me concentrer sur le présent, aidé par la présence bienveillante de Cyprien et Mathilde. J'ai commencé à chercher des annonces pour un petit appartement à louer à Lille, un premier pas timide vers ma nouvelle vie. Et puis, le téléphone a sonné. C'était Solange. J'ai laissé sonner 3 fois, prenant une profonde inspiration pour me préparer. Puis j'ai décroché. Armelle, qu'est-ce que tu as fait, putain? Pas de « bonjour », pas de « ça va ». Juste l'agression pure. Sa voix était aiguë, paniquée. Une note que je ne lui avais jamais entendue. La box est coupée. L'Internet ne marche plus. J'ai des rendus à envoyer à mes clients, je vais perdre mes contrats. Je suis restée calme. J'étais assise dans la cuisine de mes amis, le soleil du matin inondant la pièce. Je me sentais à des milliers de kilomètres de sa panique. Tu as dit clairement que vous vouliez vivre sans moi, Solange, ai-je répondu d'un ton égal. Voilà ce que ça donne. Il y a eu un silence choqué, puis elle a repris, sur un ton exaspéré. Mais arrête de surréagir. C'est ridicule. Rétablis la ligne tout de suite et arrête ton drame. Son talent pour retourner la situation était intact. C'est moi qui faisais un drame. Pas elle, qui m'avait publiquement humiliée. En arrière-plan, j'entendais la voix tremblante de ma mère, se plaignant probablement du frigo qui allait s'arrêter et de la nourriture qui allait périmer. Ce n'est plus ma responsabilité, Solange. Tu as 33 ans. Débrouille-toi. Un autre silence. Puis un rire. Un rire amer, méprisant. Tu es tellement sensible, c'est incroyable. C'est exactement pour ça que personne ne veut de toi ici. Tu es épuisante. Et elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Je n'avais aucun regret. Mathilde, qui avait tout entendu, a levé un sourcil. Elle a un sacré culot, ta sœur. J'ai hoché la tête. Le culot, elle n'avait jamais manqué de ça. J'ai regardé mon téléphone. Je savais que ce n'était que le début. Les factures d'électricité et d'eau n'avaient pas encore été rejetées. La vraie panique n'avait pas encore commencé. Je savais que le prochain appel viendrait de ma mère. Et il serait différent. Plus insidieux. Comme prévu, ma mère, Edith, a appelé le même après-midi. Sa tactique était différente de celle de Solange. Pas d'agression frontale, mais une manipulation douce, mielleuse. Armelle, ma chérie. Écoute-moi, s'il te plaît. Sa voix était douce, suppliante. La maison est en train de s'effondrer. Solange ne peut pas travailler. Ton père ne peut pas recevoir de nouvelles commandes de réparation sur le bon coin sans le Wi-Fi. On est une famille, après tout. Tu ne peux pas nous faire ça. Le mot « famille ». Elle l'a utilisé comme une arme. En l'entendant, une vieille corde sensible a vibré en moi. L'instinct de la « soignante », celle qui répare tout, a refait surface. J'ai senti une pointe de culpabilité. Est-ce que j'allais trop loin? Je me suis forcée à rester ferme. Maman, ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Solange a dit que vous seriez mieux sans moi. Papa était d'accord. Et toi, tu n'as rien dit.
Je lui donne simplement ce qu'elle a demandé. Mais elle ne le pensait pas vraiment, tu sais comment elle est. A-t-elle commencé? C'est à ce moment précis qu'une notification est apparue sur l'écran de mon ordinateur, que j'avais laissé ouvert. Un email de ma banque. Objet, alerte de sécurité. Mon sang s'est glacé. J'ai cliqué. Le message disait qu'une tentative de connexion suspecte à mon compte en ligne avait eu lieu depuis un appareil non reconnu, et qu'une demande de réinitialisation de mot de passe avait été initiée. L'adresse IP était localisée, à Roubaix. J'ai interrompu ma mère. Ma voix était devenue froide, tranchante. Maman, explique-moi pourquoi j'ai reçu une alerte de sécurité de ma banque il y a 5 minutes. Pourquoi avez-vous essayé d'accéder à mon compte en ligne? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Un silence coupable. Finalement, elle a bafouillé. Mais, nous pensions juste, c'était le compte qu'on utilisait pour les factures, on voulait juste voir. Ce n'est pas votre compte. C'est le mien, ai-je articulé lentement, chaque mot chargé d'un dégoût infini. Vous n'avez pas seulement voulu que je parte. Vous pensiez que vous aviez encore le droit de vous servir dans mon portefeuille. J'ai raccroché. La culpabilité que j'avais ressentie une minute plus tôt s'était évaporée, remplacée par une fureur blanche. Ce n'était plus de la négligence ou de la cruauté. C'était une tentative de vol. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait plus être effacée. Ma décision était prise. C'était la guerre. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, après cette tentative de fraude, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné, ou cela aurait-il été le point de non-retour pour vous aussi? Je suis curieuse de lire vos réactions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Après la tentative de connexion à mon compte, quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse a laissé place à un mur de glace. Le soir même, Solange a rappelé. Elle avait dû emprunter le téléphone d'un voisin, car son numéro s'affichait comme inconnu. Sa colère était palpable. Tu crois que c'est un jeu, c'est ça? Les voisins commencent à remarquer. Madame Martine est venue tout à l'heure, avec son air faussement inquiet, mais je sais très bien qu'elle est venue chercher des commérages. Tu nous fais honte. J'ai failli rire. La honte. C'était donc ça, leur principale préoccupation. Pas leur comportement, pas leur ingratitude, mais le « qu'en dira-t-on ». La peur bleue de ma mère était en train de se réaliser. La façade de la famille parfaite s'effritait. C'est toi qui t'es fait honte, Solange, ai-je répondu, ma voix dénuée de toute émotion. C'est toi qui as parlé devant tout le monde. Tu m'as voulu partie. Je suis partie. Maintenant, gère tes factures. Et arrête d'essayer de pirater mon compte en banque. Elle a explosé dans une tirade d'insultes, me traitant d'égoïste, de jalouse, de folle. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Ensuite, j'ai pris une grande décision. J'ai ouvert mes contacts et j'ai bloqué le numéro de portable de ma mère. Puis celui de mon père. Je construisais une forteresse. Le lendemain matin, il y avait un message sur le répondeur de Cyprien. C'était le numéro fixe de la maison. C'était ma mère. Sa voix était méconnaissable, brisée par les sanglots et la panique. Armelle, c'est maman. L'avis de coupure d'EDF est arrivé. C'est pour demain. Solange essaie d'emprunter de l'argent à Martine. S'il te plaît, mon bébé, rappelle-moi, s'il te plaît. Mon bébé, a presque réussi à percer mon armure. Mais j'ai tenu bon. J'ai pensé à la tentative de fraude. J'ai pensé aux 5 années de mépris silencieux. J'ai effacé le message sans le réécouter. Cyprien m'a vu faire. Il m'a fait un petit signe de tête approbateur. Il était temps. Je suis restée chez eux, dans ce refuge inespéré. Mais je savais que la tempête n'était pas finie. Ce n'était que le début de l'effondrement. La pression montait, et je savais qu'ils n'allaient pas abandonner si facilement. 2 semaines plus tard, j'ai fait l'erreur de retourner dans le quartier.
2 semaines s'étaient écoulées. 2 semaines de silence radio de ma part, et probablement de chaos total de leur côté. J'avais besoin de récupérer un colis important que j'avais fait livrer à un point relais La Poste près de mon ancienne adresse, une vieille habitude que j'avais oublié de changer. C'est la seule raison pour laquelle j'ai repris cette route familière. En tournant dans la rue de mon enfance, mon estomac s'est noué. La scène qui s'offrait à moi était pire que ce que j'avais imaginé. De l'autre côté de la rue, Alain et Odette Parker étaient sur le pas de leur porte et me regardaient passer, arrêtant leur conversation pour me suivre des yeux. Devant chez elle, Martine arrosait ses rosiers, mais son regard était fixé sur la maison de mes parents. Le quartier entier semblait retenir son souffle, observant le spectacle. Et quel spectacle! La pelouse, que je tondais religieusement chaque samedi, était envahie par les mauvaises herbes. Les volets du rez-de-chaussée étaient fermés, donnant à la maison un air aveugle et abandonné. Mais le pire, c'était la boîte aux lettres. Elle débordait. Des enveloppes blanches, des prospectus, mais surtout, des lettres à fenêtre, celles des impôts, des banques, des sociétés de crédit. Certaines étaient tombées par terre, piétinées, détrempées par la pluie de la veille. C'était l'image même de la déchéance, exposée à la vue de tous. Une boule s'est formée dans ma gorge. C'était ma maison. Le lieu de mes premiers pas, de mes premiers chagrins. La voir ainsi, négligée, humiliée publiquement, me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. J'ai accéléré, dépassant la maison sans ralentir, le regard fixé droit devant moi. Je ne voulais pas croiser le regard de Martine. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Je suis reparti sans m'arrêter au point relais. Le colis pouvait attendre. Voir la maison de mon enfance devenir un sujet de commérage, le symbole de la chute de ma famille, ça faisait plus mal que je ne l'imaginais. Mais la nouvelle que j'allais apprendre quelques jours plus tard allait transformer cette douleur en une froide résolution. La nouvelle allait concerner Solange. Et elle allait tout changer. La nouvelle est arrivée par Mathilde, qui l'a entendue via une amie commune dont la cousine connaissait une des clientes de Solange. Le réseau des rumeurs du Nord est plus efficace que n'importe quelle agence de presse. Solange avait perdu son plus gros contrat. Un projet de design pour une petite marque de mode locale qu'elle courtisait depuis des mois. Sans Internet fiable, elle avait manqué la date limite pour l'envoi des maquettes finales. Le client, impatient, avait engagé quelqu'un d'autre. C'était le contrat qui devait la lancer, la sortir de ses petits boulots précaires. C'était son rêve. Et il venait de s'évaporer. Pour joindre les deux bouts, elle avait dû prendre un travail alimentaire. Un travail de nuit, à l'hypermarché Auchan de Roubaix. Mise en rayon. En apprenant ça, j'ai imaginé la scène. Solange, si fière, si soucieuse de son image de créatrice branchée, poussant un chariot grinçant sous la lumière blafarde des néons, alignant des boîtes de conserve et des paquets de pâtes. Mes sentiments étaient un maelstrom confus. D'abord, une pointe de pitié. C'était ma sœur, après tout. Ensuite, un sentiment glacial de justice. Elle avait voulu détruire ma carrière chez Jardiland, la sienne s'effondrait par sa propre faute. Et enfin, une pensée plus sombre, presque honteuse, enfin, elle va savoir ce que c'est que de faire un vrai travail difficile, comme moi. Cette pensée m'a fait frissonner. Je ne voulais pas devenir comme elle. C'est ce soir-là que ma mère est venue. Elle n'a pas téléphoné. Elle a sonné à la porte de Cyprien et Mathilde. Son apparition était un choc. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. Ses cheveux d'habitude impeccablement coiffés étaient en désordre, son visage était tiré, ses yeux cernés. Elle ne portait pas sa tenue habituelle du club de jardinage, mais un vieux gilet informe. Cyprien l'a laissée entrer, à contre-cœur. Elle s'est tenue dans l'entrée, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, refusant d'entrer plus loin. Son regard a balayé le salon chaleureux de mes amis, puis s'est posé sur moi. « Armelle » a-t-elle commencé, sa voix brisée. « La banque ?» Elle n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Je savais. La menace n'était plus une simple lettre. Elle était devenue réelle. Et ma mère était venue jouer sa dernière carte, la pitié. Je l'ai invitée à s'asseoir, mais elle a secoué la tête, préférant rester debout, comme une suppliante. La banque a appelé,
a-t-elle dit d'une traite, les mots se bousculant. Ils ont entamé la procédure de saisie. On a reçu la lettre recommandée. On va perdre la maison, Armel. Elle a fait une pause, attendant ma réaction. Je suis restée silencieuse. Solange travaille de nuit à Auchan, elle s'épuise, mais ce n'est pas assez. Ton père, il reste dans son garage toute la journée. Il ne parle plus. Il ne sait pas quoi faire. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes brillant au bord de ses paupières. Je suis désolée que vous traversiez cela, maman, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Mais c'est Solange qui a créé cette situation. C'est à elle de la régler. Mais c'est ta sœur, a-t-elle plaidé, sa voix montant d'un cran. Elle essaie. Elle a tort, je sais, mais elle essaie. Tu ne peux pas nous aider, juste cette fois? Juste pour sauver la maison? Après, on te promet, on ne te demandera plus rien. La promesse sonnait creux. Combien de fois avais-je entendu des promesses similaires? Je me suis levée, pour être à sa hauteur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Maman, j'ai payé pour cette maison pendant 5 ans. 5 ans. Solange m'a traité de fardeau devant tout le monde, et papa a été d'accord avec elle. Toi, tu es restée silencieuse. Et après tout ça, vous avez encore essayé de prendre mon argent. J'ai fini. C'est terminé. Le mot « argent » l'a fait tressaillir. Elle savait que je savais pour la tentative de connexion. Son visage s'est décomposé. Elle n'avait plus d'arguments. Ton père, il ne sait pas quoi faire, a-t-elle répété, comme un disque rayé. Alors il peut avoir une conversation sérieuse avec sa fille cadette, ai-je rétorqué. Il est temps qu'il sorte de son garage et qu'il agisse comme un père. Elle a compris que c'était la fin. Il n'y aurait pas de sauvetage miracle. Ses épaules se sont affaissées. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée sur le seuil. Je pensais que la famille comptait plus pour toi que ça, a-t-elle murmuré, sans se retourner. Puis elle est partie, refermant doucement la porte derrière elle. Mathilde a posé une main sur mon bras. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête, mais le poids de ces derniers mots était insupportable. Avais-je détruit ma famille? Ou n'avais-je fait que révéler qu'elle était déjà en ruine? 3 mois plus tard, tout était fini. 3 mois après cette dernière confrontation, la maison a été vendue. Ce n'était pas une vente normale, mais une vente forcée, pour un prix bien inférieur à sa valeur, juste assez pour couvrir les dettes auprès de la banque. C'est Martine qui m'a envoyé la photo du panneau, à vendre, planté sur la pelouse en friche. Je n'ai pas répondu. J'ai appris, toujours par le réseau informel de Mathilde, qu'ils avaient déménagé. Ils avaient trouvé un petit T2, un appartement avec une seule chambre, dans un vieil immeuble à Tourcoing. Un endroit à des années-lumière de leur pavillon confortable de Roubaix. J'ai imaginé mes parents, à la retraite, entassés dans ce petit espace. J'ai imaginé Solange, rentrant de son travail de nuit à Auchan pour dormir sur un canapé-lit dans le salon. Une part de moi aurait dû se réjouir. Mais je ne ressentais qu'un vide immense. Je ne suis pas allée les voir. Je n'ai pas cherché à savoir comment ils allaient. J'avais fait mon choix et je devais maintenant construire ma propre vie, loin de leurs décombres. Avec le peu d'économie qu'il me restait après 5 ans de subvention familiale, et grâce à un petit prêt de Cyprien et Mathilde que je leur remboursais scrupuleusement, j'ai trouvé un appartement à louer. Un T2 charmant dans le quartier Vauban-Esquerme à Lille, près de la citadelle, un grand parc où je pouvais marcher et respirer. Les premiers temps ont été étranges. Les murs étaient nus, le silence pesant. Mais petit à petit, j'ai commencé à revivre. J'ai accroché au mur des croquis de fleurs que j'avais dessinés, des pivoines, des roses, des lisianthus. Des fantômes de l'amandier rose. J'ai trouvé un travail de consultante freelance pour un grand fleuriste de la région. Je concevais des arrangements pour des mariages, j'animais des ateliers. Ce n'était pas ma boutique, mais c'était un début. C'était la reconstruction. Chaque salaire que je recevais allait sur mon propre compte en banque. Pour moi. Pour mon loyer. Pour mon avenir. Pour la première fois depuis des années, je dormais d'un sommeil profond, sans le poids de leurs attentes sur mes épaules. Je reconstruisais ma vie, brique par brique.
Je pensais être enfin en paix. Jusqu'à ce qu'une lettre arrive. Un matin, en relevant mon courrier, j'ai vu une enveloppe qui a fait s'arrêter mon cœur. Pas d'expéditeur, mais je connaissais cette écriture. L'écriture soignée, presque calligraphiée, de Solange. Je suis remontée dans mon appartement et j'ai posé la lettre sur le comptoir de la cuisine, comme si elle était radioactive. Je l'ai regardée pendant un long moment, mon café refroidissant à côté. Une partie de moi, une partie stupide et pleine d'espoir, voulait l'ouvrir en espérant y trouver des excuses, une prise de conscience. Une autre partie, la partie qui avait survécu à la trahison, savait que c'était impossible. Finalement, j'ai pris un couteau et j'ai ouvert l'enveloppe. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais juste vide. La lettre était courte. Armelle, j'espère que tu es fier de toi. Nous avons perdu la maison à cause de ton entêtement. Papa et maman sont dévastés. Tu as détruit cette famille pour quelques mots. J'ai peut-être été un peu dur ce soir-là, mais personne ne méritait ce que tu as fait. J'espère que tu es heureuse maintenant, toute seule dans ta nouvelle vie. Solange. J'ai lu la lettre une fois. Puis une deuxième fois. Il n'y avait pas de remords. Pas de regret. Juste du blâme. Elle me tenait pour unique responsable de leur chute. Aucune mention de ces paroles cruelles, de l'approbation de mon père, de la lâcheté de ma mère, de la tentative de fraude. Rien. J'étais la méchante de son histoire. Je me suis approchée de la poubelle. Et très calmement, très méticuleusement, j'ai déchiré la lettre en tout petits morceaux. Ce n'était pas un geste de colère. C'était un rituel. Un acte de libération finale. En détruisant ces mots, je détruisais la dernière, infime possibilité d'une réconciliation. Je faisais le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir, et j'acceptais celle que j'avais réellement. Une famille toxique dont je devais me protéger. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai jamais. Ils ont fait leur choix ce soir-là. Et en déchirant cette lettre, je confirmais le mien. Définitivement. Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé. La vie a repris son cours. Cyprien et Mathilde sont toujours mes piliers, mais j'apprends, jour après jour, à me tenir debout toute seule. J'ai même commencé à mettre de l'argent de côté pour, peut-être, un jour, rouvrir un petit quelque chose. Un projet à moi. En regardant en arrière, je vois la leçon brutale mais nécessaire que cette épreuve m'a enseignée. La famille, la vraie, n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, de soutien mutuel, de reconnaissance des sacrifices de l'autre. J'avais tout donné pour maintenir leur monde à flot, mais ils avaient tenu mes efforts pour acquis, comme un dû. Et ce manque fondamental de respect a brisé nos liens bien avant ce fameux dîner. Je réalise aussi, avec une lucidité douloureuse, ma part de responsabilité. Non pas dans leur chute, mais dans la situation qui l'a précédée. Ma faute a été de tolérer l'intolérable pendant trop longtemps. Ma faute a été d'acheter la paix au prix de mon estime de moi. Ma faute a été d'avoir peur de la confrontation, peur de tracer des limites claires. L'autonomie et le respect de soi sont les fondations de toute relation saine. Sans cela, l'amour n'est qu'un mot vide. Solange, Gaston et Edith apprennent à leur manière, à Tourcoing. Ils apprennent ce que signifie être autosuffisant. Je ne leur souhaite aucun mal. Mais j'ai fini de porter leur fardeau, qu'il soit financier ou émotionnel. À tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout, je veux vous remercier du fond du cœur. Votre temps, votre attention, votre soutien silencieux signifie plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je partage cette histoire intime car je sais que certains d'entre vous se sont sentis invisibles, non appréciés par les personnes même pour qui vous donneriez tout. Vous avez porté leur poids financier et émotionnel, pour ensuite être mis de côté quand cela les arrangeait. Je vous vois. Et je suis profondément reconnaissante pour chaque moment que vous avez passé à lire et à vous connecter à mon expérience. Si cette histoire résonne en vous, si elle fait écho à votre propre parcours, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification, et rejoignez cette communauté de personnes qui comprennent ce que signifie trouver sa force dans l'adversité. Partagez votre propre histoire dans la section des commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé votre force quand tout semblait perdu? Comment avez-vous appris à vous valoriser quand les autres ne le faisaient pas?
Continuons cette conversation importante, car nous sommes tous plus forts lorsque nous nous soutenons mutuellement et partageons nos expériences honnêtement. Merci.